le son est très bruité. Oui, il n'y a plus rien parce qu'on parle plus parce qu'on a fait une mauvaise manip. Voilà. Ouais, tu penses que c'est bon là comme ça? Est-ce que le son est meilleur comme ça? Voilà, bon bah écoute, tu regarderas et puis t'écoutes. Voilà, ok. Donc je suppose que vous avez fini de lire le blabla. Donc on va fermer la fenêtre. Donc je vais commencer par les... J'ai un petit problème de câble. Je vais commencer par l'AUD-USD puisque je suis dessus. Voilà. Donc ce matin j'ai donné une idée de trade sur cette paire qui a très bien fonctionné. Alors l'idée que j'avais vue, pourquoi j'avais annoncé ce trade, c'est parce que j'ai vu que en daily, donc l'AUD-USD avait clôturé légèrement en dessous de la Kijun. Alors il y a un problème avec le son, hein. Je sais pas, les gens ils disent que c'est très mauvais. Ouais, c'est toi, ils disent que voilà, le son est très mauvais, le son est toujours bruité. Le son est pas exceptionnel, c'est vrai, mais on entend quand même. On entend quand même. Ça peut être mieux. C'est comme ça. Voilà, on essaye de tester le son, on essaye de faire au mieux, mais... Ah, il y a quelqu'un qui me dit que c'est bon, Luc me dit que c'est bon, beaucoup de grésillements, trop de bruit de fond, on a beaucoup de parasites. Bah écoutez, je suis désolée, j'espère que vous arriverez quand même à comprendre ce que je dis, parce qu'on a un petit peu de mal à régler ça au mieux. Comme on a changé de poste, voilà, c'est pas tip top, ils sont en train de changer l'informatique, et donc ça marche pas très bien. C'est mieux? Bon d'accord, ok. Donc, ok, bon, les gens me disent que c'est mieux aussi, donc c'est bon. Donc, alors je reviens à l'AUD-USD. Donc, en daily, ce matin, j'ai constaté que vendredi, ça avait clôturé légèrement dessous la Kijun, mais vous voyez, on a un espèce de petit escalier. Donc, en fait, on avait deux niveaux, on avait ce niveau-là, et les prix ont clôturé juste entre les deux. Donc bon, c'était une clôture, voilà, on va dire un petit peu qui aurait pu se retourner aujourd'hui. Et en fait, ça ne s'est pas retourné du tout. On est revenu légèrement tester à Kijun et j'ai vu qu'on repartait à la baisse. Et donc je me suis dit bon bah c'est bon, la UD-USD est baissier. Comme entre temps j'avais tweeté à propos de l'USD qui lui était haussier, et ça ne pouvait faire que de la UD-USD baissier. Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'à mon avis il y avait un trade à prendre. Et au moment où j'ai annoncé le trade, alors là évidemment on le voit plus puisque la bougie a continué, mais sur la bougie 4 heures, on avait ça avait commencé à baisser un peu et c'était remonté. En fait, c'était la lagging span qui avait pénétré son nuage et qui était en train de remonter. Et donc, j'avais annoncé que si on repassait sous ce niveau-là, c'était vendeur, avec comme objectif donc le bas du nuage pour la lagging span. Et vous voyez que ça a extrêmement bien fonctionné, puisque donc ça c'est le trade, hein, ça a extrêmement bien fonctionné puisqu'on est venu chercher la lagging span et bien venu chercher le bas de son nuage en H4. Donc voilà ce que ça a donné. Alors je suis sortie avant, voilà, je vais mettre en 15 minutes. Donc l'entrée s'est faite ici. Voyez le truc. Je suis sortie ici parce que j'ai pour principe, quand j'approche d'un niveau, de ne pas... si je suis devant l'écran, on va dire, je laisse, je sors avant. Je sors avant parce qu'en général, et vous voyez que j'ai bien fait, en général c'est assez, pour faire simple, assez merdique derrière. Et je n'aime pas ce genre de situation, donc je préfère prendre mes points. Alors effectivement, j'avais mis un ordre limite qui était juste au-dessus, hein, donc j'aurais pu me laisser sortir, mais comme il m'est arrivé relativement souvent, on va dire pas extrêmement souvent, mais relativement souvent, de ne pas me faire sortir sur l'ordre limite parce que bah voilà, les prix ne vont pas exactement chercher le niveau, hein. Alors là en plus c'est le problème des spreads, donc ne va pas chercher exactement le niveau, donc du coup je ne me fais pas sortir et le mouvement repart dans l'autre sens et je vais me faire stopper en négatif alors que j'avais les 30 points que je voulais. Donc j'ai toujours pour principe de sortir un peu avant, comme j'ai tweeté après quand on m'a demandé pourquoi, simplement parce que je laisse à manger au marché, ça évite qu'il me mange plus tard. Voilà. Et donc vous voyez que l'idée n'était pas stupide, j'aurais pu descendre encore un petit peu plus bas, je suis descendu avec 33 points, en général je prends 30 points, enfin 32,6, en général je prends 30 points, donc j'étais contente, on est venu chercher ce niveau là, et là maintenant bah, vous voyez qu'en 15 minutes justement il est flat, il n'y a plus de tendance, donc la baisse de mon point de vue pour la journée semblerait être terminée,
Et donc là, il faut attendre d'avoir une nouvelle information. Alors en ouvrant tout à l'heure, j'ai vu que voilà, vous voyez, le 5 minutes, on est allé chercher effectivement ce niveau H4. On est reparti violemment, parce que c'était quand même très fort à la hausse derrière. Donc il y a eu la stat qui est sortie, une stat américaine qui est sortie à 14h30, donc ça explique aussi. On est revenu chercher la Kijun, et là, voilà, on a deux tentatives de sortie, de descente, de passage, pardon, en dessous de cette Kijun, pour éventuellement retourner chercher ce niveau H4, et a priori ça ne fonctionne pas. Pour le moment on est en train de remonter. Donc là pour le moment il n'y a rien à faire sur la UD/USD. Pourquoi? Il faut attendre qu'on casse la Tenkan, qu'on aille chercher le nuage, et surtout il faut attendre que la lagging span passe ses prix et la Tenkan qui est derrière. Si ça passe, ça veut dire que là les prix, vous voyez, on est sur le même niveau quasiment, c'est-à-dire que les prix auront passé ce niveau là, et à ce moment là on pourra envisager avec la lagging span d'aller chercher la Kijun ici, et vous voyez que ça correspond à ce haut nuage là. Donc quand on prend des trades avec l'Ishimoku, c'est souvent ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire que là par exemple on s'aperçoit que sur la cassure de Tenkan, pour aller chercher le haut du nuage, on n'a pas forcément beaucoup de points, l'amplitude n'est pas importante, mais si je regarde ma lagging span de l'autre côté, je m'aperçois que par contre l'amplitude de points est beaucoup plus importante. Et là dans un cas comme ça, ce n'est pas les prix qui vont faire foi, puisque ici je n'ai qu'une SSA, c'est la lagging span qui ira chercher sa Kijun. Et ce sera justement l'information, c'est-à-dire que si mes prix vont chercher le nuage, mais que la lagging span n'arrive pas à pousser plus loin et aller chercher sa Kijun, ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté haussière sur la paire, et que dans ce cas-là, il faut pas rentrer, ou si on est rentré pour un trade court terme, à ce moment-là il faut sortir, et ça veut dire que la UD/USD n'a pas de profondeur haussière, c'est-à-dire que la tendance baissière qui est affichée ici, elle va durer. Donc là pour le moment on est en correction. Est-ce qu'on est en train de faire une correction sous forme de A, B, C, une correction en 3 temps classique, qui pourrait effectivement nous ramener voilà, justement sur ce niveau-là. On peut envisager le mouvement C là, qui nous amène la lagging span sur ce niveau-là, et après on repartira à la baisse. Cassure de Kijun, ce sera à nouveau une vente, et cassure du niveau H4 serait évidemment une confirmation. Donc vous voyez, si je reviens sur le daily lui de toute façon est baissier, la tendance de fond est repassée baissière depuis que on a cassé ici vendredi, on est sous la Kijun, la lagging span n'a plus de support, pardon, donc on est baissier sur cette paire là, mais pour le moment on est en correction. Le H4 nous met un doji ici, donc on peut supposer qu'on va avoir la correction. Donc est-ce que ça va être le fameux mouvement en C que je vous ai montré tout à l'heure? C'est possible. Je pense que c'est vraiment très baissier, donc tant que l'USD est fortement haussier, je ne pense pas qu'on remonte chercher ce niveau là, d'autant qu'il a déjà été testé. Donc je ne serais pas, on peut jouer une correction, mais j'envisagerais la moitié de cette bougie rouge, j'envisagerais guère au-dessus. Bon, maintenant, le marché fera ce qu'il veut. Mais disons que si je devais me remettre sur cette paire-là, ce que je ne ferai pas dans l'immédiat, si je devais me remettre sur cette paire-là, c'est ce que j'envisagerais. Alors quelqu'un me demande, visiteur, pourquoi ne pas abaisser le stop? Parce que de toute façon, même si j'abaisse mon stop, comme je vais être obligé de l'abaisser d'une façon technique, je ne peux pas le mettre n'importe où. Donc ce matin, autant qu'ils m'en souviennent, mon stop il devait être au-dessus de la Kijun sur le 15 minutes, parce que je le règle sur plusieurs UT. Donc là il devait être au-dessus de la Kijun en 15 minutes, mais je l'avais réglé sur un autre temps. Donc après pour le baisser, vous voyez que les prix commencent à descendre. Le dernier rempart c'est toujours la Kijun, donc en fait je n'avais pas vraiment de niveau pour ajuster mon stop, donc il aurait fallu éventuellement que je le redescende par ici. Mais le problème qui se passe avec les réajustements de stop ou de stop tout simplement, c'est-à-dire que là dans cette hypothèse là où on oublie cette bougie là, donc j'ai un take profit qui est là, donc je ne suis pas exécuté. On va admettre par exemple que là même je n'aurais toujours pas été exécuté. Le marché repart. Même si j'ai baissé mon stop, de toute façon tout ce qui est là sera perdu. Là je suis sorti ici. Donc je suis sorti ici avec 30, qu'est-ce que ça me racontait là, 32,6 points exactement. Je suis sorti ici avec 32,6 points. Il doit m'en manquer 5 ou 6 derrière, c'est pas grand chose. Si j'avais un stop, j'aurais beaucoup plus qu'un écart de 5-6 points. Donc je préfère sortir manuellement. Là je savais que je ne pouvais plus suivre la position parce que j'avais d'autres choses à faire et que j'étais proche du but final de ma position. J'ai préféré sortir plutôt qu'ajuster le stop. Et les stops 0, je suis contre. Donc voilà, je préfère gérer les positions comme ça. Et là, dans l'immédiat, je ne fais plus rien. Vous voyez que la Kijun est à l'horizontale, la Tenkan est à l'horizontale, donc il n'y a plus de marché, on oublie. Donc voilà, ça c'était pour revenir sur le trade AUD-USD. Alors j'avais dit donc que je passerai sur les indices. Donc, alors le DAX,
le DAX, voilà, donc il est bien monté hein, jusqu'à, alors cette plateforme elle est à l'heure d'ici, 15h15, c'est l'heure, non c'est pas l'heure, donc il y a une heure de décalage, donc c'est monté jusqu'à 9h45, donc jusqu'à 10h, et depuis ça ne fait strictement plus rien. Donc c'est le genre de marché que je déconseille fortement, c'est-à-dire que on a une forte impulsion qu'on voit bien là voilà en H4. Hein, donc ça c'est ce matin, donc je suppose qu'il y a eu un gap à l'ouverture, ça doit être quelque chose dans ce goût là. Hop. Donc là sur H4, vous voyez, on avait plusieurs petits niveaux hein, pour la lagging span. Donc là, ça y est, maintenant, on est en train de donner un signal d'achat puisque la lagging span est en train de passer ses prix. Mais vous voyez que sur cette bougie-là, la lagging span était restée collée sous ses prix. Là, on a une tentative de correction qui n'est pas allée bien loin, hein, puisqu'on aurait, j'avais tweeté qu'on pourrait redescendre sur ce niveau-là, sur les 12004, en partant du principe que la lagging span pourrait revenir chercher ce niveau-là. Et vous voyez qu'on n'y est pas allé, on est resté à quelques points, hein, 12004, 12011, donc ça fait 7 points. À 7 points près, on n'y est pas allé, et là il semblerait que le marché veuille repartir. Mais c'est le genre de marché que je n'aime pas du tout parce qu'on a une impulsion et derrière il ne se passe strictement rien. Donc où il y a des acheteurs ou il y a des vendeurs, mais l'entre-deux c'est l'incertitude, et l'incertitude pour un trader c'est ce qu'il y a de plus négatif parce qu'on a toutes nos chances pour se faire balader dans le marché, et en général on va être à contre-tendance. Donc c'est pareil, ça je l'ai tweeté tout à l'heure, quand vous avez, voilà, hein, donc on s'est arrêté ici à 10h, donc regardez ce qui s'est passé derrière. Donc à part le scalper qui rentre pour prendre 3-4 points, le trader qui va chercher 10-20 points, on va dire un trader intraday court terme, c'est-à-dire qui va rester en position 1 heure, 2 heures, 3 heures, je précise bien que je ne parle pas de scalping, on ne peut strictement rien faire dans un marché comme ça. Alors il y a plusieurs choses, il y a ça où un coup ça monte, un coup je baisse, un coup je casse pas, donc ça n'a aucune information, ça n'a aucun intérêt. Ensuite vous avez les mèches, hein, vous avez énormément de mèches, donc ça c'est vraiment typique d'un marché qui ne sait pas ce qu'il veut, hein, on donne une impulsion, là voilà, on donne une impulsion, on va chercher le haut du nuage, et paf, on clôture haussier, on tente, etc. Et on revient chercher la Kijun, et on ressort et on réintègre le nuage. Je veux dire, à part là, voilà, depuis voilà, 14h, 15h40, il n'y a que maintenant qui semblerait vouloir faire quelque chose. Donc je suppose que c'est lié à l'ouverture américaine, j'en sais rien, parce que j'étais entre chez moi et ici, donc j'ai rien vu. Je suppose que c'est l'ouverture américaine, mais vous voyez que ça ne conclut pas. On est allé chercher un niveau, les 12075, voilà, et puis maintenant on est en train de travailler le double support. Donc c'est le genre de marché où on se fait balader, et franchement je déconseille, regardez votre écran, et quand vous voyez des choses comme ça en 15 minutes, il faut oublier. Là c'est la fin de journée du 27, donc on n'en parle pas, mais là c'est en pleine journée, c'est ce matin et en début d'après-midi. Quand vous avez ça, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, donc il ne faut pas rester. Et donc là, pour en revenir sur les marchés en général, c'est un petit peu le problème qu'on a, c'est-à-dire que les marchés voudraient bien continuer à monter, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de jus parce que les gens n'osent plus se placer à l'achat. Donc il y a des acheteurs de très court terme qui vont donner des impulsions, ben voilà, comme ça, hein, le matin, voilà, il y avait des bonnes informations ou je sais pas trop quoi, donc on a donné une impulsion, mais derrière il n'y a plus rien parce que les acheteurs sont pas là en fait. Hein, il y a eu des acheteurs sur le moment donné, et puis après ils attendent, et puis voilà, et puis les vendeurs sont pas là parce qu'ils se disent non, on est en tendance haussière, les niveaux clés ne sont pas cassés, donc on n'a pas de raison de vendre, donc il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs, donc ça fait des marchés qui ne font rien. Alors là, vous voyez qu'on a quand même eu 2 journées, là il y avait la journée du 26 qui avait été très baissière et qui finalement a fini comme ça, donc elle a fini, on va dire, haussière dans un certain sens, en sens où tout a été effacé dans la journée. La journée de vendredi c'est une catastrophe intégrale, hein. On a un doji voilà, qui est coincé sous la Tenkan, et puis là aujourd'hui on a ce mouvement là. Alors est-ce que ça va durer ou pas, j'en sais rien. Vous voyez qu'ici on a eu un mouvement, on a eu exactement la même configuration, un doji, un mouvement aussi derrière, et voilà, le lendemain on a tout effacé. Le surlendemain on refait du bleu, ensuite on refait du rouge. Donc c'est vraiment le cas typique des tops de marché où voilà, est-ce qu'on est allé chercher, est-ce que ce niveau-là est le point haut définitif et que les marchés voudraient bien corriger, mais ils savent pas trop s'il faut pas, parce qu'il y a toujours une petite nouvelle positive qui tombe dans le marché. Comme on est plutôt positif d'une façon générale, puisque tout est haussier, donc les nouvelles positives sont prises de façon positive, donc ça suffit à relancer momentanément le marché, et il suffit que le lendemain il n'y ait pas de nouvelles ou une nouvelle un peu négative, et à nouveau les marchés vont se mettre en attente, ou ils vont nous faire une bougie rouge comme ça.
Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que sur les indices, il faut être extrêmement prudent. Je ne conseille que de l'intraday, et encore de l'intraday qui dit quelque chose. Je viens de vous le montrer, le DAX il ne dit strictement rien en intraday, à part il y a une demi-heure, une heure. Toute la journée il n'a strictement rien fait. Donc soyez extrêmement prudent, faites de l'intraday, des petites positions pour récupérer des billes, et puis attendez qu'il y ait vraiment un mouvement qui se dessine. Donc quand on regarde en hebdomadaire, vous voyez qu'en hebdomadaire, donc on a une tentative ici baissière, donc l'avalement baissier, voilà, quand je dis que je ne me fie pas trop à ces histoires d'avalement, ben, on en a un parfait exemple ici. Donc pour le moment, voilà, cette baisse-là n'est pas confirmée. La Kijun se met à l'horizontale, ça c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on ne fait pas de nouveau plus haut, donc ça se voit effectivement. Il y a pas, je veux dire, ça se voit à l'œil nu, j'ai pas besoin de la droite pour me dire qu'on ne fait pas de nouveau plus haut. Celle-là est aussi en train de faiblir, donc on voit bien que le marché commence à faiblir, on commence à se mettre à l'horizontale. Là on est en train de repartir, c'est du weekly, c'est lundi, donc on a le temps encore de se renverser d'ici la fin de semaine et de faire une autre bougie rouge pour aller chercher la Tenkan. Donc c'est à suivre. L'idée c'est ça, c'est que dans l'hypothèse où on est une journée vraiment baissière, une tentative de renversement, le niveau à aller chercher c'est les 11 400. Alors là, j'ai découvert ce matin qu'on nous avait mis des virgules et des chiffres encore après, donc je vous rassure, je ne tweeterai toujours que sans les virgules, parce que là ça commence à faire un peu trop, on n'a pas besoin de cette précision-là, donc voilà, l'idée c'était d'aller chercher les 11 400, 11 400. C'est l'idée sous-jacente sur le DAX. Maintenant, si l'hypothèse haussière venait à être confirmée, je ne passerai pas acheteuse avant la cassure des derniers points hauts. Ça me paraît être une sécurité minimale. Alors, je vous rappelle quand même qu'à la fin de la semaine, il y a le NFP. Donc c'est pour ça que je crains qu'on ait encore une semaine comme ça en yo-yo, parce que de toute façon, on va attendre le NFP. Donc, comme il y a d'autres statistiques qui tombent avant, ça va agiter les marchés, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de tendance qui se prenne vraiment avant vendredi, si tant est que vendredi, on arrive à prendre une tendance, parce que ça fait quand même plusieurs NFP où on se dit, bon, ça va enfin nous donner la tendance pour la semaine suivante, et à l'arrivée, c'est retour à la case départ, il n'y a pas nécessairement de tendance. C'est le principe des tops de marché, c'est de ce genre de situation où c'est extrêmement pénible. Alors je vais vous faire le CAC. Donc le CAC est venu chercher, donc le 26 mars, il est venu chercher avec un magnifique marteau, il est venu chercher sa Kijun. Donc là, on avait un très beau signal. Le lendemain, ça a été ce signal de renversement, de fin de correction, on va dire, a été validé par la cassure de la Tenkan. Et là, ben voilà, le même topo que sur le DAX, on est en train de faire une bougie rouge, donc c'est déjà une deuxième bougie rouge, contrairement au DAX qui nous a fait des doji avant, donc deuxième bougie rouge, pardon, deuxième bougie bleue, donc une troisième. Est-ce que la troisième suffit à percer et à renvoyer les prix plus haut? Je ne sais pas. En hebdomadaire, donc même schéma, voilà, la Kijun se met à l'horizontale, la Tenkan faiblit. Alors je vais regarder ce qu'il fait en plus court terme. Vous voyez qu'en plus court terme, c'est exactement la même configuration que le DAX. Il est monté très fortement. Et puis là, bah voilà, il fait rien. Alors vous voyez que c'est la lagging span en fait qui vient chercher le haut de son nuage. Donc là, on pourrait considérer qu'on est sur un support puisque la lagging est sur le haut de son nuage. Alors on a un autre support un petit peu plus bas à 5067. Vous voyez que c'est la Kijun qui est dans le prolongement ici de la Tenkan. Donc là, on pourrait avoir, je dirais, une vente intraday possible à faire sur cette bougie là, 16h24, donc il reste encore une demi-heure pour aller chercher la Tenkan. Alors en 15 minutes, alors, en 15 minutes c'est même pas garanti parce que voyons qu'on a une Kijun avant. Ici la lagging span a encore un peu de mou là pour descendre, voilà, elle peut descendre jusqu'ici, donc vous voyez voilà, le niveau des 5067 il est ici, c'est envisageable. Sur du court terme, c'est envisageable. Là, pour le moment, la Tenkan a tenu. On a fait une mèche au-dessus. Donc, on peut faire une vente court terme pour aller chercher ce niveau-là. Mais je précise bien, ce n'est que du court terme. C'est pour prendre 77, 67. Vous voyez, il y a 10 points à prendre. Donc, c'est pas la mer à boire. Mais bon, pour ceux qui peuvent mettre des positions un peu fortes, bon, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que vous avez la Kijun qui est ici, qui pourrait freiner à 5069. Donc, vous voyez qu'il n'y a quasiment rien. Alors, je vais regarder le SP, puisqu'en fait, je n'ai pas regardé du tout ce qu'il faisait. Alors,
oui, donc si ça j'avais vu ça ce matin, c'est-à-dire que la bougie H4, enfin ce matin tout à l'heure, la bougie H4 a corrigé, a commencé à corriger, et effectivement l'information était là, c'était est-ce qu'on continue de corriger et d'enfoncer la Kijun ou alors est-ce qu'on repart dans l'autre sens. Alors vous voyez que là on a cassé la Kijun, donc il y a un signal d'achat et on est en train de casser ce niveau-là, qui est un niveau important puisque c'est une ESSB. Donc là on avait cette bougie rouge qui faisait que la lagging span était en train de réintégrer son nuage, donc elle donnait un signal plutôt négatif quant à la poursuite de la hausse, et là on a la cassure ici. Donc pour le moment on a une validation haussière parce qu'on a cassure de Kijun, on est en train de casser la SSB avec entrée dans le nuage de la part des prix, la lagging span est dégagée à la hausse, donc on peut supposer, vous voyez j'avais calibré un deuxième niveau ici, donc on peut envisager que on monte jusqu'à ce niveau là. Le haut du nuage me paraît vraiment très haut, compte tenu de la baisse avant, je n'y crois pas trop. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. Là, dans l'immédiat, il faut surveiller que ce niveau-là tienne. Donc, si on rentre à l'achat pour viser ce niveau ici, c'est-à-dire les 2088, on met un stop ici, on le met même avant la Kijun, parce que de toute façon, si on ressort du nuage, il y a de fortes chances pour qu'on repasse la Kijun en dessous, c'est-à-dire que les prix finalement ne veulent pas monter. Et là, autant qu'il mentionnait, 16h26, je crois qu'il y avait une stat qui devait sortir. Donc ça peut être un effet statistique. Donc là, l'idée, elle est là. Il faut surveiller ce niveau-là. Vous voyez qu'on est déjà en train de bien redescendre. Alors si je me mets sur H1, voilà, le niveau H4. Donc on est en train de corriger, de tester. Donc voilà, j'en profitais pour parler de ça aussi. Quand dans mes tweets, je dis qu'il faut tester les cassures, c'est ça, tester une cassure. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une cassure de SSB de haut du nuage et on vient tester la cassure. C'est validé, c'est-à-dire que la cassure, donc le support tient. Donc ça veut dire qu'on repart, que l'impulsion haussière qui a été donnée ici, le signal d'achat qui a été donné ici est bien valide. Donc on repart à l'achat, on casse un autre niveau, donc qui n'est pas sur cette unité-là, puisque c'est du H1. Donc là on peut se dire, tiens, pourquoi on s'est arrêté un petit peu dans le vide? Vous avez vu que de l'autre côté, ça correspond au niveau H4. Donc là on est en train de tester la cassure de la SSB H4. Et voilà l'objectif qui est ici, qui correspond à la SSB de la Kijun, pardon, la Kijun de... Je vais vous le remettre, voilà, qui correspond à ce niveau-là, c'est-à-dire la Kijun de la lagging span. Donc là, il faut surveiller ce niveau-là. Si ce niveau-là tient, effectivement, on peut acheter pour aller chercher ce niveau-là. Donc en 15 minutes, vous voyez, on est à deux bougies déjà, on est déjà dessus. On peut avoir une troisième bougie rouge qui vienne sur mèche nous tester ça, ce qui serait vraiment parfait, parce que ça voudrait bien dire que le marché a envie de monter et au moins d'aller chercher ce niveau-là. Donc voilà le principe. Je vous montre un peu en rapide le principe de balayer trois unités de temps. Vous voyez, la première impulsion a été donnée là, on est venu corriger, donc c'est ce que je vous ai montré, on est venu corriger la première cassure, on a débordé un petit peu en dessous. Donc là, le fait d'être sur l'unité supérieure nous montrait que non, le niveau supérieur tenait. Quelquefois, on a un petit décalage entre deux unités. Donc là, sur le 15 minutes, on était passé légèrement dessous, il ne fallait pas s'inquiéter. De l'autre côté, vous voyez que les prix, le point bas ici correspond à la lagging span qui s'approchait des prix, donc il y avait un support ici, je sais qu'il y avait un support sur une unité supérieure, donc la position n'était pas à sortir, on pouvait rester ou alors rentrer à partir de ce moment là si on n'était pas en position. Là on est à 2 rouges, donc on peut attendre une troisième rouge qui viendrait tester ce niveau là. Si par contre ma troisième rouge enfonçait ce niveau là, ça voudrait dire que le test ici n'aurait pas été validé, donc il n'y aurait plus d'achat, il faudrait repasser vendeur. Maintenant le SP, qu'est-ce qu'il nous donne à plus long terme? Voilà, en hebdomadaire c'est un couche monte, un couche baisse, donc il nous a fait une belle montée en 3 bougies, correction en 3 bougies, une impulsion bleue, une impulsion rouge, et là on tente quelque chose. Donc c'est effectivement une deuxième bougie, on est lundi, on est en hebdomadaire, donc cette bougie là peut devenir rouge avec le NFP. Donc la cassure de la Tenkan ici, je l'ai encore remis ce matin à 2048, tant qu'on ne casse pas la Tenkan, on ne vend pas le S&P. Donc si on casse la Tenkan ici et en clôture, c'est-à-dire vendredi soir, on pourra envisager d'aller chercher la Kijun qui est ici. Alors je vous dis aussi que quand on casse, et là vous en avez un parfait exemple, on casse, on a continué à baisser, donc là on peut rentrer dedans, mais on est extrêmement prudent parce qu'on a besoin toujours des tests.
Donc quand on teste, quand on casse quelque chose, on teste derrière. Donc une cassure en clôture, il faut impérativement vérifier que derrière, si la cassure par exemple est profonde, imaginez que cette bougie-là rouge devienne très profonde suite au NFP ou je ne sais quoi, la cassure devienne très profonde et qu'on descende vraiment bas, il y a de fortes chances pour qu'en début de semaine suivante, on remonte avec tentative d'aller chercher ce niveau-là. Et à ce moment-là, effectivement, si le niveau tient, c'est bien une vente. Si le niveau ne tient pas, eh bien, il faudra changer la position. Donc voilà pour le S&P. Je vais regarder l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, vous voyez, même chose, on n'est pas acheteur sur l'euro-dollar tant qu'on ne casse pas la Tenkan. Donc j'ai une Kijun et une Tenkan qui sont à l'horizontale, donc ça veut dire que pour le moment le marché est flat, n'a plus de tendance. Hein. Là on a eu 2 bougies bleues, 2 tentatives de cassure de Tenkan, on n'y est pas arrivé. Là on est en train de démarrer rouge, c'est l'USD qui est en train de monter, donc pour le moment on démarre rouge. Maintenant on a 2 bleus, on peut avoir une 3e bleue. Si justement on n'avait pas de 3e bleue, ça serait vraiment un signal baissier fort. Vous voyez que de toute façon l'euro-dollar est en tendance baissière. Hein, c'est pas un scoop, bien capé par la Tenkan, donc on est bien en tendance baissière. Donc là, ce qu'on surveille, on surveille soit pour rentrer dans la tendance, c'est-à-dire un point d'entrée vente, soit on surveille ça parce qu'on veut jouer une correction, puisqu'on est en tendance baissière, on ne jouerait qu'une correction, et la correction, ça serait la Kijun, et dans ce cas-là, il faut impérativement qu'on casse la Tenkan. Donc tant qu'on ne casse pas la Tenkan, c'est-à-dire à 1,10, tant qu'on ne casse pas les 1,10, on ne peut pas acheter l'euro-dollar, et je dis bien casser les indices en clôture de bougie. Et tant qu'on reste en dessous, on est vendeur par principe. Donc en daily, comme je l'ai mis ce matin, que c'était vraiment l'enquiquineur du trader, parce qu'il nous a fait le grand écart, donc vendredi, entre la Kijun et la Tenkan, pour finir sur un doji. Donc ça veut clairement dire je ne sais pas ce que je veux, donc on ne fait rien. Et là vous voyez qu'il reste coincé toujours entre les deux. Il est venu chercher la Tenkan ce matin, donc un point bas plus haut. Il est venu chercher la Tenkan et voilà, il reste là. Je veux dire, même Vincent l'a tweeté, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment interpellant. Et donc là c'est pareil, tant qu'on ne cassera pas la Kijun à la hausse, on n'achètera pas. Tant qu'on ne cassera pas la Tenkan, on ne vendra pas. Donc l'euro-dollar, on ne fait rien. On l'oublie. Alors j'avais mis le GBP CAD aussi ce matin. J'avais tweeté sur le GBP CAD. Non, c'était pas. Non, ça devait être en 4 heures. Voilà, c'était en 4 heures. Ah, ben voilà, il s'est enfin décidé. Donc, quand je l'ai tweeté, je l'ai tweeté pour vous montrer ça. À savoir que la lagging span n'était pas arrivée à aller chercher la Kijun. Donc là, vous avez un exemple. Hein, quand je dis attention, les take profit. Vous voyez que là, par exemple, j'aurais mis un take profit en visant la Kijun pour la lagging span. Je n'aurais pas été exécuté puisque les prix sont montés au plus haut ici. Donc, ils ne sont pas allés chercher la Kijun. Donc, je n'aurais pas été exécuté. Donc, l'intérêt, quelquefois, de sortir un petit peu avant. Quand on ne sent plus, on sort. Et donc là, en fait, c'est le nuage qui a bloqué les prix. La lagging span n'a pas réussi à pousser les prix plus loin, donc elle est repartie à la baisse, elle a recassé sa Tenkan, elle a commencé à pénétrer ses prix, et finalement, on repart bien ici. Donc j'avais mis, il faut attendre de voir ce qui se passe. Si on a les prix remontent et pénètrent le nuage et que la lagging span s'attaque à la Kijun, à ce moment-là, on pourra acheter. Donc là, effectivement, sur le GBP CAD, on pourrait avoir un signal d'achat, puisque elle est en train de passer. Ceci dit, étant donné le mouvement qu'il y a eu avant, c'est-à-dire que même chose, mouvement d'impulsion fort, par contre correction faible par rapport au mouvement fort, donc ça prouve quand même qu'il y a une volonté haussière, c'est-à-dire que la tendance baissière qui était affichée ici pourrait être clairement en train de se retourner. Je vous rappelle qu'on ne considérera que cette tendance baissière est définitivement invalidée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus lieu d'être dans notre schéma intellectuel et de stratégie dès que les prix seront repassés de l'autre côté. Et encore mieux quand la lagging span sera sortie de son nuage. Bon, enfin bon, on ne va pas attendre toutes les validations. Mais la première validation qui nous dit surtout que la tendance baissière est terminée, c'est quand mes prix seront définitivement sortis du nuage. Donc là, pour le moment, on a effectivement un retour. Les prix tentent de reprendre le nuage. Ce qui est intéressant, c'est que le passage est faible, c'est ce que j'avais signalé, mais il faut surveiller la lagging span. C'est du H4, donc il nous reste encore quelques heures sur cette bougie. Donc il faut attendre la clôture pour vérifier que ça tient bien. Si ça tient bien, effectivement, on pourra envisager un achat. Mais il faut casser les derniers points hauts et moi je serai plus confortable en cassant ce niveau-là.
Alors là, c'est sur du H4, donc c'est pas pour faire de l'intraday, hein, c'est pour rentrer éventuellement sur plusieurs jours, pour jouer un mouvement haussier. Voilà, le H1, lui, est superbe. Hein, voilà, donc on retrouve le mouvement du H4 qui est descendu le long du nuage. Et vous voyez que là, c'est la Kijun, donc c'est ce niveau de Kijun là, hein, parce que là, c'est la Kijun qui remonte, donc elle ne nous intéresse pas. C'est ce niveau de là qui a bien tenu. Et là, on est en train de repartir, donc cassure de la Tenkan. On donne bien une impulsion haussière à ce niveau-là. Donc mon H1 me confirme bien qu'il pourrait y avoir un mouvement haussier. Vous voyez que là, en 15 minutes, c'est absolument superbe. Hein, on a tout cassé, le nuage, etc. Mais vous voyez que la lagging span a du mal à s'extraire. Hein. Ici, on a une mèche sur la bougie. Et la lagging span est en train de revenir. Ceci dit, elle a un support intéressant. Donc, je pense que c'est à surveiller pour prendre une entrée haussière donc, sur cet actif. Donc contrairement au GBP USD qui ne fait rien, hein, qui est un petit peu pénible, donc qui est valable en intraday en très court terme, et vous voyez que bah voilà, hein, il est en train encore d'invalider, en 15 minutes, il est en train d'invalider encore une cassure de la Kijun. Donc là on a une tentative, il est revenu chercher, ici tentative, pour le moment ça ne conclut pas. Voilà, c'est la Tenkan ici qui reste, vous voyez on a un doji, alors c'est 2 doji suisses en 1 heure, c'est assez impressionnant. Donc le GBP USD, on laisse mener sa vie et vous voyez que là c'est exactement le marché pour perdre de l'argent, c'est le marché idéal. Quand vous voyez ça, il faut pas s'en approcher, il faut aller voir ailleurs. Donc le GBP USD, on le laisse tomber. Alors l'euro AUD, je le surveillais, donc l'euro AUD est en train de partir à la hausse. Voilà, il est déjà sur son objectif. C'est un petit peu ce que j'avais vu hier en regardant les écrans. J'avais vu ça et je pensais qu'effectivement il aurait été intéressant d'acheter pour aller chercher la Kijun. Donc là, il est sur la Kijun. Maintenant, il faut voir si ça casse ou si ça casse pas. Donc là, pour aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire hein, puisqu'on est sur l'objectif. Donc il n'y a plus rien à faire. Il faudra simplement voir demain ou dans la nuit, pour ceux qui ne dorment pas, voir si la Kijun est cassée. Si elle est cassée, effectivement, on peut envisager un achat pour aller chercher donc le niveau qui est ici, hein, qui correspond à la SSB là, voire le niveau ici, la SSB qui est ici. Alors, donc on va regarder le dollar, l'US dollar. Donc quand je vous disais que le dollar était haussier, vous voyez, il est en train de retraverser sa Tenkan. Donc il repart à nouveau à la hausse. La Kijun a extrêmement bien tenu. Vous voyez l'importance de cette droite. Elle a très bien tenu. Et là, on est en train de repartir à la hausse. Donc je crains que la correction ne soit pas pour tout de suite. En hebdomadaire, vous voyez, c'est la Tenkan qui a tenu. On est venu la tester ici. Là, la semaine dernière, on a fait un doji. Et là, on repart à la hausse. Donc, un petit peu comme sur les indices, la Kijun se met à l'horizontale. Donc, ça matérialise bien le marché qui est en train de se mettre en pause. Mais vous voyez qu'il s'est mis en pause aussi ici. S'est mis en pause ici aussi. Ça ne veut pas dire que la hausse est terminée. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Alors, le NZD USD... Alors le NZD USD, j'avais vu quelque chose, je n'ai pas eu le temps de le regarder ce matin. Donc voilà, il est allé tester le haut de son nuage. Hein. Donc on a eu une impulsion haussière là, de sortie qui a quand même été violente, puisqu'on a eu la cassure ici, test de la cassure, et après il a traversé complètement le nuage. Là il est monté ici, là et vous voyez qu'on a la ligne n'est pas arrivée à monter jusqu'en haut de son nuage. On a fait un doji, on est en train de venir tester ce niveau-là. Donc pour moi, si le niveau des 0,7532 tient, qui correspond, vous voyez, à la SSB qui est là. Alors, on a un petit bout de SSB derrière. Donc, vous voyez, on est déjà venu le tester, hein, ce niveau-là, qui correspond à la Kijun qui est là, ici, pour la lagging span. Si ce niveau-là venait à tenir, je serais acheteuse sur le NZD USD. Il faut... Là, actuellement, on a un petit souci entre NZD et USD parce qu'en fait, l'USD est fort. Donc, on pourrait croire que cette partie-là va plomber le NZD USD et le faire baisser. C'est un petit peu ce qui est en train de se produire actuellement. Donc, évidemment, si l'USD restait fort, on pourrait dire, bah non, ça va continuer à baisser. Mais le NZD prend le dessus. Donc, parce que c'est une paire, je rappelle, c'est une paire qui est peu liquide. Donc, tout mouvement un petit peu important sur cette paire-là fait des décalages importants. Donc là, le NZD USD, c'est vraiment quelque chose qui se trade uniquement avec la technique et on oublie complètement le fondamental. Donc, c'est
USD, ça s'appelle NZD-USD, ça s'appelle comme ça, c'est son petit nom, mais il faut un petit peu, j'ai envie de dire, oublier qu'il y a de l'USD dedans. C'est une paire qui est très technique, et donc on oublie le fait, si l'USD est en train de monter ou baisser, vous pouvez avoir un USD qui monte fortement et un NZD-USD qui va monter fortement en même temps lors d'une sortie de stade par exemple. C'est un effet NZD. Pourquoi exactement, je n'en sais rien, mais je sais que c'est un problème avant tout déjà de liquidité, mais surtout oubliez la partie USD sur cette paire-là. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Donc l'USD-CHF, bon, l'USD-CHF est en train de remonter. Vous voyez que la lagging span est en train de casser, de passer par, alors on va pas dire vraiment que c'est un twist, hein, parce que c'est dû à ça, donc c'est un petit peu particulier, mais enfin elle passe quand même ce niveau-là, donc c'est intéressant, elle est largement au-dessus de ses prix, on est venu tester à peu près ce niveau-là. Là on pourrait envisager de remonter ici, donc l'USD reste bien haussier. J'avais tweeté ce matin un chart de performance sur le CHF qui est devenu neutre. De mon point de vue, le CHF devrait continuer, et remonter, chercher un niveau, mais devrait repartir à la baisse. C'est une hypothèse chartiste que j'ai vu ce matin donc sur le graphique de performance. Maintenant c'est à vérifier. Pour le moment l'USD CHF est bien haussier. Le support est à ce niveau là, 0,9266. Donc je vais regarder l'or. Donc l'or, voilà, et il est revenu sur sa Kijun. La Kijun tient. Vous voyez que ce que j'avais indiqué dans une analyse en disant attention, c'est haussier, oui certes, mais il y a une barrière de prix face à la lagging span et derrière elle a sa Tenkan. Vous voyez ce qui s'est passé. La mèche ici, c'est la lagging span qui est montée donc jusqu'à ce niveau-là et elle est repartie à la baisse. Et là, elle ressort du nuage par le bas. Les prix donc ont bien fait barrage, hein, on l'a empêché de monter plus haut. Maintenant, si la Kijun lâche, si les prix cassent la Kijun donc en clôture, ce sera une vente puisqu'elle n'a plus de support et que là on repartira définitivement à la baisse. Il faudra oublier l'hypothèse haussière. Donc l'hypothèse haussière est à oublier ici aussi, hein, puisque vous voyez que la semaine dernière les prix sont allés chercher la Kijun et là pour le moment ils sont en train de baisser. Donc là c'est pareil, j'ai deux bleus, il me manque une troisième bleue. Est-ce que cette rouge est vouée à rester rouge ou est-ce qu'elle éventuellement elle va redevenir bleue? Alors pour moi elle devrait rester rouge et je l'avais aussi indiqué la semaine dernière en disant que si l'or voulait lancer un mouvement haussier, ça serait bien qu'il envisage de casser la Kijun donc la semaine dernière. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que la lagging span pouvait passer par le doji et que là maintenant elle est coincée parce qu'elle va se retrouver sous deux grosses bougies et donc pour elle c'est un petit peu délicat de repartir à la hausse. Alors dans un cas comme ça, quand on voit ce genre de schéma là, il faut justement se faire une prospective et dire bon bah voilà, comme ça ne peut pas passer, vous voyez déjà qu'ici non plus c'était pas passé, il y avait un doji, ce n'était pas passé, c'est qu'elle peut faire le tour. Donc on peut dire, on pourrait envisager, hein, c'est tout ça, ce sont des idées, après c'est à suivre. Donc l'idée ce serait que la lagging span fasse le tour, auquel cas c'est à dire que cette semaine ça reste baissier, la semaine prochaine ça reste baissier voire neutre, hein, mais c'est à dire qu'il n'y aurait pas d'impulsion haussière pour aller casser ce niveau là, et par contre que la semaine d'après on pourrait là à nouveau ça pourrait redevenir dégagé pour la lagging span. Donc si elle n'est pas passée là, elle pourra peut-être passer là, ou alors elle va carrément descendre faire le tour et dans ce cas là on va descendre dans les oubliettes. Donc là par contre sur l'XAUUSD on tient compte de la partie USD, donc tant que l'USD reste fort, bah, évidemment l'XAUUSD a de fortes chances de baisser et non pas de monter. Donc je vais prendre vos questions. Alors, bonjour Ludo. Alors Ludo me met donc un graphique sur le DAX. Voilà. Donc qui nous dit que si en cassure de clôture on aura un achat court terme après test ici sur ce niveau là. Donc il nous a fait un beau décompte ici et que je ne commenterai pas parce que je serais trop nul pour le commenter. Donc l'un point haut possible à ce niveau là, donc c'est sur du H1, on aurait fait un mouvement A ici. Là ça pourrait être le mouvement B, hein, donc on serait dans un mouvement correctif, donc on aurait fait un mouvement A ici, on pourrait faire le B bleu ici, voire plus haut, et puis après redescendre encore en C. Donc c'est pour ça que pour le moment il faut faire attention sur ces marchés. Vous voyez que c'est assez chaotique. Alors je vais regarder si vous avez des questions par rapport à d'autres actifs. Je vais trop vite. Alors il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas la virgule sur les indices sur le compte réel. Oui, alors ça a été mis sur la plateforme démo mais pas encore sur les indices. Actuellement FXM est en train de changer complètement ses plateformes, donc les ajustements se fait au petit bonheur la chance, hein, j'ai envie de dire.
Alors, pour le CAC, il reste une demi-heure. Je n'ai même pas dit qu'il restait pour le CAC une demi-heure, parce que j'en sais strictement rien. Il ne reste pas une heure avec la clôture des bougies des bourses à 17h30. Attention, ne confondez pas le temps de marché et le temps, l'unité de temps sur laquelle je me trouve. Si j'ai dit, oui, si tout à l'heure j'ai parlé, effectivement, il était 16h26, j'ai dit qu'il restait une demi-heure. Il restait une demi-heure sur la bougie de 1 heure. Donc il reste une demi-heure pour cette bougie-là. Donc si j'attends une clôture de bougie, j'attends la clôture de la bougie 1 heure, j'attends pas la clôture du marché. Donc il reste une demi-heure, là maintenant il reste 15 minutes sur la bougie 1 heure du CAC. Alors Jérôme qui me demande ce que je pense du hedging. Qu'est-ce que j'en pense comme stratégie? Je suis en plein dedans. Écoutez, j'en sais rien du tout parce que je ne fais pas du tout de hedging, donc je peux absolument pas vous dire ce qu'il faut faire. Moi, la seule chose que je vois, c'est que l'euro-dollar pour le moment ne fiche strictement rien, qu'il est à plat, qu'il est en range, qu'il est entre des niveaux clés. Donc pour moi, on se met pas dessus et puis terminé, on n'en parle plus. Bon, si vous aviez une position vendeuse, alors, attendez, hop, je vais me remettre sur l'euro-dollar. Alors, si vous avez une position vendeuse sur l'euro-dollar que vous avez pris là-haut, ben, bravo pour vous, vous êtes descendu ici. Là, de toute façon, vous avez sorti votre position parce que après 3 bougies rouges comme ça et une bougie bleue comme ça, donc vous êtes sorti, donc il n'y a pas à hedger. Hein, j'ai envie de dire, vous n'êtes plus en position. Si vous avez joué la correction, ben, vous avez joué la correction. Donc la correction, elle est allée chercher sa Tenkan, donc vous êtes sorti. Donc pour moi, les hedger des positions, c'est quand la position part dans l'autre sens, etc. Mais il faut savoir sortir ses positions et savoir prendre ses gains. Vous envisagez des objectifs, vous sortez sur les objectifs plutôt que de vous enquiquiner à dire je suis vendeur donc j'achète à côté pour compenser la hausse qui est en train de se faire. Non, vous avez sorti la position vendeuse puisque le marché ne vend plus, bah vous n'êtes plus vendeur, vous adaptez, il faut s'adapter au marché. Alors sur l'unité de temps sur laquelle on travaille, mais il faut être dans le sens du marché. Pour moi, le hedging, c'est valable pour les hedge funds, hein, comme on dit, voilà, ça porte bien son nom, c'est valable pour les gens qui jouent sur du très long terme et qui vont s'amuser à couvrir le portefeuille sur des situations comme ça. En plus, j'ai envie de dire, autant c'est quelque chose qu'on peut faire sur les actions, parce que c'est vrai que les actions, bon voilà, on va prendre des actions, c'est haussier, ça monte, donc de temps en temps il peut y avoir un mouvement de baisse, ok, on va prendre un tracker par exemple pour protéger son portefeuille momentanément, parce que on a confiance dans son portefeuille, on sait que ça va être qu'une correction momentanée, mais on ne veut pas voir tout baisser, et ça permet de prendre un peu des gains. Donc autant sur les actions, je le conçois parfaitement, ça me paraît même être une méthode plutôt intelligente, autant sur le forex, j'en vois pas l'intérêt. Tant que le marché est baissier, vous êtes vendeur. Dès que le marché s'arrête de baisser, vous sortez la position et vous reprenez de l'achat si vous jouez les corrections. Et sinon, vous attendez pour vous remettre à la vente. Donc là, on a eu un beau mouvement vendeur. Tant que la Tenkan tenait, on n'avait aucune raison de sortir la position. Vous voyez que là, on n'est même pas allé chercher la Tenkan, donc on restait vendeur. Mais là, à partir du moment où on commence à aller le chercher, et surtout que vous voyez, contrairement aux autres corrections où les bougies étaient relativement petites, ici on a eu une bougie extrêmement forte où on est revenu chercher jusqu'à Tenkan. Donc là, je veux dire, si vous étiez rentré quelque part là-haut, je veux dire, on sortait la position point la ligne. Voilà, c'est ma vue un peu du hedging. Je vois pas très bien, j'en vois pas très bien l'intérêt en fait, à part se mettre des nœuds dans le cerveau. Alors, une question sur la plateforme, ça je suis pas sûre de pouvoir vous répondre. Vous aviez dans une vidéo précédente en haut à droite de votre écran le décompte horaire de la bougie en cours. Comment configurer la station pour ça? Alors, ça s'appelle le Showtime, donc c'est ici. C'est pas Showtime d'ailleurs, c'est Show, je sais pas quoi. Ça se trouve tout en bas. Showtime on hands. Voilà, hop. Ok, alors non, je suis un peu stupide, c'est ma plateforme, donc voilà, il est là. Donc là sur le weekly, il me reste 126 heures. Je suppose, on va mettre ça un peu plus bas parce que c'est pas franchement intéressant. Voilà. Sur cette bougie d'1 heure, l'euro-dollar, quand on voit l'image qu'il fait, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est à oublier. Donc, voilà, sur cette bougie-là, il me reste 11h13. Hein, donc, vous allez chercher là-haut, c'est Showtime of Hands, et vous avez, ça s'affiche en haut, tout simplement. Ensuite, pour intraday, quelle unité de temps il faut regarder? Et ben en intraday, vous regardez, vous faites une idée sur le 4 heures.
Voilà, vous vous faites une idée sur le 4 heures de ce qui peut se passer. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure par exemple ce que j'avais vu ici, hein, voilà, donc ça donne une idée de stratégie, à savoir par exemple si je vais casser ce niveau là, ben, j'achète, si ce niveau là tient, bon, je vends. Donc ça vous donne une idée générale, et puis après vous l'oubliez, c'est à dire que vous avez vu vos niveaux, là vous voyez que j'avais placé mes niveaux, hein, j'avais mis ce niveau là et ce niveau là, donc j'ai placé mes niveaux. Après j'oublie le H4, je sais que ce sont les niveaux de trading pour la journée, et je vais basculer sur les UT inférieures. Donc après tout dépend si on est en très court terme ou pas. Le trade sur la UD-USD ce matin je l'avais présenté sur 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Donc je pense que pour l'intraday ce sont les 3 unités les meilleures. Le 4 heures vous donnez une idée de stratégie. Le 1 heure là vous voyez il me dit bon que ça a été cassé. On est venu faire le test de la cassure, on est en train de bien remonter. Donc à mon avis l'idée est bonne. Et après donc pour entrer sur le marché, voilà le 15 minutes est bien en train de me dire que effectivement la correction s'est faite. La correction s'est faite en 2 bougies. On a eu un petit bout de troisième rouge, mais vous voyez qu'on a fait un point bas plus haut. Donc ça annonçait bien que ce n'était qu'une correction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté baissière, hein, donc le support allait tenir. Elle est en train de se redétacher à nouveau de sa Kijun, donc elle est bien en train de redonner une idée haussière. Et donc là, le S&P serait à acheter. Voilà, serait à acheter maintenant. Donc soit vous attendez la cassure des derniers plus hauts pour être sûr. Le seul souci c'est que là l'objectif n'est quand même pas très loin. Donc si on attend la cassure des derniers points hauts, il ne reste plus beaucoup de points. Donc dans un cas comme ça, il est intéressant de rentrer maintenant. Alors soit vous rentrez une petite position en disant bon allez je le joue comme ça histoire de pour m'amuser. Ou alors vous rentrez une très grosse position et pour dire que vous savez que vous ne prenez que quelques points. Mais quand vous allez arriver sur ce point haut là, vous allez être extrêmement vigilant pour voir si on fait un double top par exemple, ou si on essaye d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que quand on est en intraday, il est aussi quelquefois intéressant, même si on n'est pas forcément très à l'aise sur cette lecture-là, mais d'aller dans les unités très courtes, style par exemple 5 minutes, pour voir effectivement si on a bien là une velléité de montée. Alors vous voyez que là c'est un petit peu juste, hein, parce que ma Tenkan est à ce niveau-là, on oublie ça, elle est descendue, c'est le mouvement qui est pris en compte ici. Le niveau Tenkan il est là, et donc là on est dessus. D'accord. Donc là, on serait plus confortable si on attendait de monter encore un peu pour aller chercher ce niveau-là. Oui, j'ai tout compris. Je suppose que c'est à propos du hedge. Alors, comment peut-on mettre un deuxième Ishimoku sur une autre unité sur le graphique? On va le faire là sur le S&P. Donc, vous retournez sur Ishimoku ici. Ça ne clique pas. Ici, H. Voilà. Donc, à partir du moment où j'enlève la Tenkan parce qu'elle n'est pas intéressante pour ce genre de lecture-là. Je mets ma Kijun d'une autre couleur pour la différencier de la première. La lagging span, je ne la mets pas, sauf la lagging span sera intéressante, sauf si on projette un nuage. Par exemple, là je suis en 5 minutes et je projette un nuage 15 minutes, ça peut être intéressant. Mais si vous avez un trop grand écart, votre lagging span sur l'UT supérieure sera beaucoup trop loin, donc vous ne la verrez jamais, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc par défaut, on l'enlève. Voilà. Ensuite, donc je mets mon nuage en vert. Hop. Et là, après, donc je suis sur du 5 minutes, là je vais mettre, on a vu que là, on a vu sur le S&P que les niveaux clés, c'est les 4 heures. Hein, ce sont mes deux droites grises qui sont ici. Je ne sais pas pourquoi elles apparaissent en grise d'ailleurs. Et donc je vais mettre le 4 heures, puisque c'est le niveau. Et voilà. Et donc ce que ça me donne, j'ai mis mon nuage H4. Donc là, je vois bien que on est en train de pénétrer le nuage H4, donc voilà que ma SSB elle est là, hein, elle est à ce niveau là. Ça c'est l'autre niveau. Alors là effectivement on le voit pas puisque c'est la Kijun de c'est la Kijun de la lagging span. Hein, mais donc je sais que j'ai mon niveau ici, vous voyez que c'est à la moitié du nuage. Donc l'information que je vais en retirer ici, c'est-à-dire qu'on a bien pénétré le nuage 4, on est venu, vous voyez, quasiment faire la correction, la validation jusque le bas. Là, il semblerait que le S&P ait des velléités de vouloir monter. Donc si j'achète le S&P, je sais que mon premier objectif, il est là, puisque ça correspond à quelque chose de précis que j'ai repéré sur une unité plus longue, voire à ce niveau-là. Donc là, par exemple, soit je prends une position maintenant et je sors
ici en disant bon de toute façon c'est la lagging qui va caler là-dessus, soit quand je vais voir mes prix arriver, c'est là où c'est intéressant d'être de mélanger deux unités et surtout une unité très courte avec une unité plutôt longue, c'est-à-dire que quand je vais arriver sur ce niveau-là, c'est évident que ça va caler, c'est sûr et certain. Ça va caler ou ça calera juste un peu avant, mais de toute façon ça va caler. Donc l'intérêt c'est de dire ok ça cale, je sors, j'attends de voir ce qui se passe, comment on travaille ce niveau-là, et en fonction de la manière dont mon 5 minutes va travailler ce niveau du T long, et ben je vais reprendre une position pour aller chercher ici, parce que je saurai si j'ai des chances, si la proba est forte, d'aller chercher ce niveau-là ou pas. Alors, je vais voir. Voilà, hein, donc je rappelle que le niveau qui est dans le milieu du nuage, hein, donc voilà, je vous ai mis le 4 heures là tout seul, le deuxième niveau ici qui est dans le milieu du nuage, c'est ça, hein, c'est ici. Donc vous voyez qu'effectivement pour aller chercher le haut du nuage, si ma lagging span passe, il y a effectivement de la marge derrière pour aller chercher le niveau suivant. Hein, la marge elle est à peu près ici puisqu'on va se décaler. Hein, on suppose que ça ne va pas monter en ligne droite, donc on va se décaler, donc vous voyez, on peut au moins envisager ce niveau-là qui correspond bien au haut du nuage. Donc là en fait c'est le genre de trade. Alors il y a deux solutions, soit vous prenez une moitié de position pour aller jouer ce niveau-là, vous restez la position parce que vous partez du principe que ça va casser et ça va partir et vous rempilez votre deuxième moitié de position pour aller chercher le haut du nuage, soit vous prenez une position entière normale, la taille que vous avez l'habitude de prendre, arrivez sur ce niveau-là, vous sortez, vous attendez de voir ce qui se passe et vous, si vous voyez que ça casse, vous reprenez une autre position derrière. Donc vous allez peut-être louper 5-10 points entre les deux, c'est-à-dire vous allez sortir là, vous allez rentrer là, avec le spread, vous allez louper peut-être 5-10 points, 10 points, 15 points, mais vous aurez bien pris avant et vous aurez bien pris après parce que vous aurez mis les certitudes de votre côté. Voilà, pour moi il est aussi, hein, le S&P. Ah oui, ça, le visiteur qui me dit que c'est génial de voir de Shichimoku, oui c'est effectivement génial. Disons que la vision qu'on a avec deux nuages est différente que d'avoir deux écrans l'un à côté de l'autre. Je peux avoir mon 5 minutes ici et puis avoir sur un écran latéral avoir le 1 heure ou le 4 heures, etc. Mais la vision n'est pas la même. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont travaillent les prix. Et là, par exemple, je vais vous montrer quelque chose là qui est absolument superbe sur le S&P. C'est que vous voyez que ça, c'est donc du 4 heures. Hein, tout ce qui est en vert, c'est du 4 heures. C'est écrit là. Donc ça, c'est la Kijun 4 heures, mais ça, c'est ma lagging span 15 minutes. Et c'est la lagging span 15 minutes qui est venue buter sur la Kijun 4 heures. Vous voyez que ça correspond à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, ma bougie 15 minutes a bien cassé la Kijun 4 heures. Hein, avec le test derrière, mais vous voyez que la lagging span, elle, vu que sa Kijun est un petit peu plus haute, n'est pas passée. Donc ça a bien effectivement provoqué la correction. On a végété en dessous, donc c'est la lagging span qui végète en dessous. On est revenu chercher ce niveau-là, et là on est reparti. Et donc là on a bien toutes les cassures nécessaires. Cassures à la fois de 15 minutes, oui c'est sur 15 minutes, de 15 minutes et de 4 heures. Et donc ça permet d'avoir des correspondances quelquefois comme ça entre la lagging de l'UT sur laquelle on est et la Kijun de lutter très au-dessus. Donc si vous êtes en trade et que vous voyez ce genre de choses là, vous pouvez vous dire ah bah non parce que là effectivement, alors on oublie la Kijun par exemple, hein, on voit simplement le nuage, on pourrait dire bah oui mais là de toute façon ça n'ira pas très loin, ma Kijun 15 n'ira pas très loin parce que j'ai un nuage 4 heures qui bloque ici et on le verra sur cet écran là, mais je ne le verrai pas sur mon autre écran parce que sur mon autre écran j'aurai une Kijun 4 heures, une lagging span 4 heures avec un nuage 4 heures, je n'aurai que du 4 heures et donc la vue 4 heures est totalement différente. Là c'est ma lagging span 15 qui agit sur une Kijun 4 heures. Et donc c'est pour ça que quand on fait du trading court terme, alors bon c'est pareil, là j'avais mis le 4 heures parce qu'on a vu que c'était pertinent tout à l'heure. Maintenant si je veux trader par exemple le S&P, je ne vais pas rester avec mon 4 heures puisque je sais que je suis dans le nuage, j'ai repéré mon niveau, donc j'ai plus besoin d'avoir cette information 4 heures. J'ai besoin de cette information 4 heures quand je suis proche de la Kijun et de la SSB. Mais à partir où ça y est c'est cassé, j'en ai plus besoin, le test a été fait, j'ai ma droite, c'est bon, c'est matérialisé, j'ai plus besoin. Il faut faire travailler un petit peu sa tête de temps en temps. Voilà, donc là par exemple j'ai mis, alors maintenant je vais descendre, donc là vous voyez que je n'ai que du 15 minutes. Et donc je vais descendre mon UT ici. Et voilà. Et là donc j'ai du 5 et du 15 minutes en même temps. Donc là par exemple on s'aperçoit que c'est pas très pertinent, c'est pas très intéressant. La seule chose qui est intéressante, ça me dit que bon là le nuage ici me sert à rien parce qu'il est trop bas, en plus il est en dessous du nuage 15 minutes, donc de toute façon si j'étais en position je sortirais avant parce que je serais déjà bloqué par le nuage de 15 minutes. 5 minutes pardon. Là ce qui se passe c'est que j'ai la Kijun 15
qui est dans le prolongement de la SSB 5. Et j'ai cette Kijun 15 est doublée d'une Kijun 5. Donc là, j'ai vraiment un très fort support. Donc là, mon S&P a des velléités de vouloir repartir à la hausse. Alors la question est-ce qu'il cherche à nous faire un double top ou est-ce qu'effectivement on va aller chercher le niveau qu'on a identifié tout à l'heure. Donc là, je surveille ma Tenkan. La cassure de Tenkan me dira qu'on est en train de faire un double top. Et là, je sais que j'ai un support qui est embêtant. Donc la cassure de ce support-là sera fortement vendeur. Voilà, c'est là où ça peut nous donner une information. Et puis toujours la même chose, on n'est pas descendu jusqu'à ce niveau-là. Donc après, quand on va faire du court terme, c'est là où ça va être intéressant. Vous voyez, on a la même configuration ici. Vous voyez que par exemple là, la Kijun, donc c'est du 15, la Kijun 15 bordait vraiment le bas du nuage 5 minutes sur le DAX. Bon, il restait collé en haut, donc ça c'était pas très intéressant. Mais même chose, là on retrouve bien ce double support avec la Kijun 15 qui est dans le prolongement de la SSB 5. Alors je rappelle qu'une SSB c'est 2 Kijun, hein, donc c'est une certaine logique que la Kijun de l'unité supérieure soit dans le prolongement de la SSB d'une unité inférieure. Je vais regarder sur ce principe-là. Hop. Donc la UDUSD, là c'est pareil, vous voyez, tous mes 15 minutes sont vraiment trop loin, ils ne me donnent pas d'informations vraiment pertinentes. Par contre, ce que je vois, c'est que la UDUSD, là, il a recassé à nouveau, il semblerait que, voilà, il attaque, la lagging span est en train d'attaquer le bas de son nuage et de partir à la baisse. Donc on redonne une impulsion baissière sur la UDUSD, voilà. Donc là on a eu la correction d'une bougie, on a eu le doji ici, tentative de cassure, là on est en train de casser, donc vous voyez qu'on est en train de casser le niveau, bougie bleue qui apparaît derrière, hein, on est en train de changer de bougie, on est sur une heure, bougie bleue qui apparaît derrière, on devrait, sauf si vraiment il a une volonté de baissière très forte, et sinon on devrait venir retester ce niveau là, et donc si ce niveau là tient, effectivement ça serait une bonne information pour partir à la baisse. Donc là 15 minutes, alors... Donc je vais changer ça et le mettre en mineur. Donc c'est un peu le principe, c'est-à-dire de chercher, voilà, quel est le nuage. Donc le 1 heure par exemple, elle ne me donne strictement rien, il est beaucoup trop haut. Quel est le nuage qui peut être intéressant? Non, là en fait le nuage S4 n'est pas intéressant non plus. C'est beaucoup trop haut. Donc après il faut trouver l'information intéressante qui est à chercher, qui va être pertinente pour mettre les deux nuages. Vous voyez en H4 c'est ça, hein, quand je parle du niveau H4, ce n'est pas le niveau actuel, c'était un niveau précédent, c'était le nuage qui est ici. Donc c'est pour ça que quand je visualise mon deuxième nuage sur H4 et 15 minutes, je ne retrouve pas ce niveau là. Alors je continue avec vos questions. En mettant 2 Ichimoku, cela veut-il dire que l'on peut supprimer l'autre graphique? Non, parce que justement, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si je prends 2 UT très proches, 5 minutes et 15 minutes, je vais pouvoir avoir la visualisation de ma lagging span 15 minutes sur mon écran 5 minutes parce qu'il n'y a pas trop d'écart. Mais si vous mettez un H4, votre lagging span H4, elle est retardée de 26 périodes en arrière, c'est-à-dire 26 bougies H4 en arrière par rapport au niveau où sont vos prix. Hein, voyez où les prix sont ici, la lagging span est ici. Quand je suis en 5 minutes, vous savez combien il y a je ne sais même pas, je ne vais pas faire de calcul, mais combien il y a de 5 minutes dans une bougie H4. Donc ça va vous faire autant de bougies là, multiplié par 26. Donc votre lagging span, vous ne la verrez pas. Par contre, là, j'ai besoin de voir cette information-là. Donc si je suis en 5 minutes parce que je suis en train de trader la UDUSD, mettre mon nuage H4 pourrait, on va dire, en un certain sens, par exemple si on avait été ici, aurait pu être pertinent parce que je l'aurais vu, mais je n'aurais pas vu ma lagging. Et donc là j'ai besoin d'avoir l'écran à côté H4 pour me dire, là attention, j'ai ma lagging qui est en train d'essayer de sortir de son nuage. Donc je suis sur un niveau un peu clé, il faut faire attention, vente doucement, achat certainement pas. Hein, donc on est sur un point critique. Mais quand on a un trop grand écart entre son unité de trading et l'unité qui nous intéresse par rapport à notre stratégie, il faut avoir l'écran de contrôle à côté à cause de la lagging span. Simplement à cause de la lagging span, pas des prix justement. Comment mettez-vous 15 minutes sur du... Ah ben non, on ne peut pas mettre un Ichimoku 15 minutes sur du 4 heures. Hein. La projection du nuage, elle est toujours supérieure à l'écran sur lequel on est. Donc là, quand je suis
en 15 minutes, j'ai mon nuage H4, parce que mon nuage H4, c'est l'unité supérieure. Maintenant, si je me mets en délit, eh ben, vous voyez que j'ai pas mon nuage H4, puisque je suis en unité supérieure. Donc on ne peut mettre, on ne peut projeter qu'un Ishimoku de l'unité supérieure sur laquelle on est. Alors, je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous faites pour gérer le fait qu'Ishimoku est un indicateur très retardé par rapport à la tendance. Perso, j'ai beaucoup de signaux du type trop tard. Bah non. Bah, c'est parce que vous ne savez pas, monsieur JP, hein. C'est parce que vous ne savez pas lire l'Ishimoku, parce que justement ça ne donne pas de signaux retardés du tout, ça n'a pas plus de retardé qu'une simple moyenne mobile. Vous ne pouvez pas dire que c'est retardé à partir du moment où vous avez une projection qui est dans le futur. C'est pas retardé, c'est simplement que on attend les validations, c'est tout, mais les validations c'est ce qui va vous sauver, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la validation, que vous êtes rentré avant, eh ben, si le marché dans votre bougie, donc dans votre unité de temps sur laquelle vous travaillez, par exemple 1 heure, si dans votre unité de temps sur laquelle vous travaillez, votre marché se retourne, vous aviez acheté parce que vous aviez cassé un niveau, et puis si on clôture en dessous, je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'euro-dollar, si vous clôturez en dessous, vous êtes mal, parce que mais ce n'est pas du tout un indicateur retardé, c'est un indicateur comme un autre, il est calculé sur les points hauts et les points bas des bougies. Vos autres indicateurs, ils sont calculés sur les closes des bougies, hein. Une moyenne mobile, elle prend les cours de clôture, et là on prend le point haut, le point bas. Donc il n'y a pas de retard. Le retard, il est dans l'interprétation, c'est-à-dire dans le fait de dire j'attends la validation. C'est tout. C'est là où il est votre retard. Mais ça se compense par les tailles de position. Vous voyez que là, par exemple, votre euro-dollar, il n'arrive pas à sortir de son nuage. Donc ça veut me dire clairement que j'ai pas besoin d'acheter. Et il est neutre, il est dans son nuage, il est neutre. Donc l'Ishimoku est là pour vous embêter. Pas vous embêter, non, vous empêcher. Vous embêter si vous voulez. Mais en tout cas pour vous empêcher de rentrer trop tôt dans le marché, dans des configurations que vous pensez qui a priori vous donnerait une information haussière et qui ne l'est pas. On empoisonne ce nuage H4, je vais l'enlever parce que ça me casse les pieds. Hop, voilà. Vous voyez que ici, là par exemple, sur cette bougie-là, vous pouvez dire ah bah oui tiens je rentre parce que ma bougie a cassé un niveau. Alors là il se trouve que c'est un Kijun, ça peut être un support sur n'importe quel avec n'importe quel autre outil chartiste, mais le fait d'avoir attendu la clôture, ça m'a évité d'être à contre-tendance, parce que là maintenant je suis mal, hein. Si j'ai acheté je suis mal. Donc c'est faux, et puis me dire que trop tard la tendance est terminée, ça certainement pas, puisque justement l'Ishimoku vous permet de déterminer les tendances. Là il est clairement en train de vous dire en 15 minutes sur l'euro-dollar qu'il n'y a pas de tendance, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Maintenant si l'euro-dollar enfin arrive à passer de son nuage, là il va me dire qu'il prend une tendance haussière, donc on est surtout pas dans le cas de figure de dire je rentre, donc pour dire trop tard la tendance est terminée, ça veut dire que je serai rentré à contre-tendance. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Alors là où vous allez rentrer à contre-tendance, oui, c'est quand vous avez par exemple les fameux croisements entre ces deux droites. Et c'est là où, contrairement aux moyennes mobiles, il ne faut pas les regarder, parce que bien souvent, effectivement, ces croisements se produisent très tardivement à cause de la Kijun, et ces croisements, là, oui, effectivement, peuvent vous faire rentrer à contre-tendance, c'est-à-dire vous faire acheter sur les sommets, vous faire vendre sur les points bas. Mais dire qu'on rentre quand la tendance est terminée, c'est complètement faux. Alors, visiteur qui me demande comment je détermine l'unité de temps à mettre sur le deuxième Ishimoku, je vous l'ai expliqué, là, je vous ai dit qu'on cherche le plus pertinent en fonction de ce qu'on cherche. Les graphiques antiques, je ne les utilise absolument pas parce que l'Ishimoku ne marche pas dessus, pour la bonne raison c'est qu'un tick il doit y avoir du temps et que le tick c'est hors temps, puisque il y a un mouvement à chaque fois qu'il y a une cotation, donc il n'y a pas de notion de temps. Après vous pouvez régler ça en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais c'est vous qui faites le réglage, et de toute façon il n'y a pas d'Ishimoku sur les ticks, donc par défaut ça ne m'intéresse pas. Alors Raoul qui me demande H2, H3, H6, H8 sont-ils intéressants? Non, jamais. La seule chose qui est utilisée par les professionnels, c'est du H1, du H4, du daily. Point à la ligne. Tous les autres, ça n'existe pas. C'est une question de sensibilité entre les différentes unités de temps. Si vous prenez du H2, c'est 2 fois une bougie 1 heure. Il est beaucoup plus intelligent de regarder une bougie d'1 heure que de regarder une bougie 2 heures. En plus, dans le temps, sur une journée de travail, ça ne correspond à rien, 2 heures. 3 heures, alors là, c'est totalement inepte. Si c'est 8, je ne les ai jamais regardés personnellement. Mais de toute façon, dans les salles de marché, ce sont des unités de temps qui ne sont jamais regardées. Hein, on fait du 5 minutes, du 15 minutes. Alors certains
utilise le 10 minutes. Ça peut se faire, mais bon, c'est pas terrible, c'est plutôt 5 et 15, puisqu'il faut respecter un certain ratio. Donc quand vous avez du 4 heures, vous divisez par 4, vous avez du 1 heure, vous divisez par 4, vous avez du 15 minutes, vous divisez par 4, là en l'occurrence par 3, vous avez du 5 minutes, parce que 4 x 4, il faudra avoir du 4 minutes, on n'a pas du 4 minutes, donc 4 x 4, 16, et après du 5 minutes, vous passez au 1 minute, et vous divisez par 4 aussi. Donc il faut garder un rythme de 4, et c'est ce rythme-là qui est préconisé, du même style que quand vous rentrez en position, sur l'unité de temps choisie, si votre objectif n'est pas atteint sur les 4 bougies de l'unité de temps choisie, c'est pareil, vous sortez la position, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, c'est que le marché n'a pas la volonté d'aller chercher votre niveau. Il ira peut-être beaucoup plus tard, dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais pour le moment, il décide pas y aller. Donc quand on rentre en principe, quand on est en tout cas sur de l'intraday, quand on rentre sur des UT courtes, on va dire 5, 15, 1 heure, si votre objectif n'est pas réalisé dans les 4 bougies de l'UT concernées, on sort. Ça, ce sont des règles incontournables de trading. Donc le chiffre 4 est important. Donc on divise le temps par 4 et on prend des positions pour 4 bougies. Alors, de la part de Sébastien, les bandes de Bollinger ne sont-elles pas un complément pour Ishimoku? Je ne vous en parlerai pas parce que je ne les utilise absolument pas. Je sais que j'ai des copains qui l'utilisent, qui en sont satisfaits, qui m'ont expliqué comment on les utilisait. Je lis le marché d'une autre façon. Alors, les autres indicateurs, on peut mettre toutes sortes d'autres indicateurs avec l'Ishimoku. Ce n'est pas incompatible. Ishimoku est une chose, c'est une forme d'indicateur, c'est une forme d'indicateur d'équilibre parce que ce sont des points moyens, donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Tous les autres indicateurs sont calculés de façon beaucoup plus, je dirais, compliquée, entre guillemets. Et donc, vous pouvez les rajouter, ce n'est pas du tout incompatible, c'est-à-dire que ça va être à vous de savoir bien les interpréter, les utiliser par rapport à votre Ishimoku. C'est faisable. Ce qu'il y a, c'est que, ce que je veux rappeler, c'est que avant de mettre une multitude d'indicateurs, ce qu'il faut lire, c'est le marché, c'est ce qui se passe dans le marché. Personnellement, j'ai une bonne lecture de marché, assez intuitive, et simplement de regarder les bougies me suffisent. L'Ishimoku, en fait, pour moi, c'est simplement pour me simplifier la vie, pour ne pas avoir à chercher des supports et des résistances en mettant des droites un peu partout et un peu n'importe comment, surtout. C'est pour me simplifier le travail des supports résistances, c'est tout. Sinon, je lis le marché. Donc maintenant, vos bandes de Bollinger, elles vont se rétrécir parce qu'elles vont vous dire, voilà, là, par exemple, vous allez avoir des bandes de Bollinger qui vont se rétrécir parce que vos prix ne font plus rien. Bah oui, je vois que mes prix ne font plus rien, j'ai pas besoin de bandes de Bollinger pour me dire que ça se rétrécit. Après, quand le mouvement fort va partir, les bandes de Bollinger vont s'écarter. Bah oui, je vois que mes bandes de Bollinger s'écartent. Bah oui, c'est bien, mais j'ai bien vu que mes prix étaient en train de prendre une tendance. J'ai pas besoin des bandes de Bollinger pour me dire que ça y est, il y a de la volatilité dans le marché. Je le vois, c'est écrit sur mon écran. Maintenant, beaucoup s'en servent justement pour dire, ah bah tant que j'ai une clôture en dessous des bandes de Bollinger ou au-dessus des bandes de Bollinger, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Alors moi, je vais pas prendre ce système-là, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder ça, je vais regarder sur d'autres UT si voilà là mes prix là par exemple sont en train de stagner ici. Est-ce que donc effectivement sur mon 15 minutes a priori c'est dans le vide. Maintenant est-ce que c'était pas sur le 1 heure, le 4 heures, je sais pas trop quoi, il n'y avait pas quelque chose, donc le 1 heure non il disait rien, puis sur l'euro-dollar pour trouver quelque chose ça relève de l'exploit. 4 heures, bah voilà, 4 heures, voilà, mes prix étaient là, voilà, les mouvements baissiers qui sont là, bah c'est la lagging span qui arrive ici, voilà, ok, j'ai trouvé, j'ai pas besoin d'une bande de Bollinger pour me dire ça, parce que j'ai une autre lecture de marché. Maintenant, si on n'a pas cette lecture de marché autre, si on ne sait pas jongler sur les autres unités de temps, parce que ça pose un problème d'adaptation entre du 15 minutes et du 4 heures, ce que je peux parfaitement concevoir, à ce moment-là, bah oui, utiliser des bandes de Bollinger, voire des moyennes mobiles, que sais-je quoi. Quelqu'un m'a dit sur le salon vendredi qu'il utilisait une moyenne mobile 34 et que ça marchait super bien. Bah oui, je dis pas le contraire, pourquoi pas. Ça peut effectivement très bien marcher. J'aurai des informations autrement qu'avec la moyenne mobile. C'est-à-dire que quand les prix vont s'arrêter sur ma moyenne mobile, je vais dire ah bah oui, tiens, c'était une SSB qui passait par là, ou c'était la lagging span qui faisait ceci, cela. C'est une autre lecture, mais c'est une lecture de marché. Donc les indicateurs, oui, vous pouvez en rajouter, mettre ce que vous voulez, ceux auxquels vous êtes habitué, ce n'est pas du tout incompatible, seulement voilà, j'ai envie de dire, il faut être bien conscient de ce qu'on lit. Et n'oubliez pas que votre cerveau, quand il lit les bandes de Bollinger, il ne lit pas l'Ishimoku en même temps, donc il a double travail à faire. Donc si vous êtes sur UT très court, ça peut poser problème.
Alors monsieur visiteur, là je ne répondrai pas à votre question parce que vous me posez cette question systématiquement et ça commence à devenir un petit peu barbant. Donc a priori donc vous n'avez plus des questions. Alors quelqu'un me pose peut-on afficher Ishimoku H4 sur M15? Non, sur MT4 on ne peut pas mettre les deux nuages autant qu'ils m'en souviennent. Je n'utilise pas MT4 mais je crois que quelqu'un me l'a déjà dit. Donc on ne peut pas, il faut être sur MarketScope et là c'est la plateforme que j'utilise justement parce que c'est la seule plateforme qui permet de mettre les deux nuages parce que même à la concurrence il n'y a pas le système des deux nuages. Donc pour le moment il n'y a que cette plateforme et qu'ici qu'on peut mettre les deux nuages. Mais bon c'est vraiment pour les gens qui sont en court terme, c'est vraiment un très bon outil de pouvoir mettre deux nuages. Alors quelqu'un me demande le Bunt, ben non je ne ferai pas le Bunt parce que je ne l'ai pas et que j'ai pas envie de le chercher. Voilà, le Bunt je ne suis absolument pas, il y a assez à se prendre les nœuds avec le reste. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une formation qui est le 14 avril dans les locaux de FXCM de 14h à 18h. Donc c'est du trading, hein, donc c'est pour vous expliquer justement comment on trade avec Ishimoku et notamment avec de nuages et sur court terme. Donc ceux qui font du swing, c'est pas pour vous, hein, le swing, vous pouvez lire le livre, ça suffit. Donc il y a une formation qui est le 14 avril, donc si ça vous intéresse, vous appelez FXCM et ils vous donneront toutes les informations. Voilà, bon je vous remercie pour votre attention et donc je vous retrouverai pas lundi prochain puisque c'est Pâques et donc ce sera le lundi d'après puisque nous avons supprimé donc le vendredi, donc je vous retrouverai le lundi en 15. Merci à tous et bonne fin de journée.